comment on arrive à décoller les enfants de leurs tablettes et de l'ordinateur, et puis aussi essayer de mesurer leur amour pour la lecture et l'écriture. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Into the Minds. Aujourd'hui, on va parler de low-tech, on va également parler d'entrepreneuriat féminin avec mon invité Astrid Faure. C'est la cofondatrice et la présidente également des éditions Encaval. Salut Astrid. Bonjour. Et bienvenue donc dans ce podcast. Tu es avec ta société au classement Challenge 2021 et donc j'ai pris l'habitude déjà depuis quelques années d'interviewer les startups prometteuses qui sont dans le classement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Encaval? Est-ce que surtout tu peux nous dire quel est le KPI, donc la métrique que tu as choisi et qui symbolise un petit peu votre succès? Oui, alors déjà merci de m'avoir invité chez Into the Minds. Donc Encaval est une maison d'édition de jeux pour enfants et ceux qui le sont restés. Et il y a 3 ans, on a eu l'idée d'un premier concept de jeu qui s'appelle Enquête Encaval, qui est un jeu qui s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans, un jeu dont l'enfant est le héros. Imaginez que vous avez 8 ans, un jour vous allez relever le courrier dans la boîte aux lettres et vous découvrez un colis à votre nom et vous découvrez que vous êtes admis à l'Académie des enfants espions. Vous avez été choisi pour résoudre une enquête qui va durer plusieurs mois sur la durée, dont vous êtes le seul responsable. Et vous allez commencer une aventure assez extraordinaire. Et donc le premier mois, ce colis, vous répondez par la poste en renvoyant vos découvertes d'enquêteurs, par courrier, par écrit. Et le mois suivant, vous recevez la suite de l'aventure. Et pour répondre à ta question, donc les KPI sur lesquels on s'appuie, c'est la déconnexion aux écrans des enfants, comment on arrive à décoller les enfants de leurs tablettes et de l'ordinateur, et puis aussi essayer de mesurer leur amour pour la lecture et l'écriture. Et puis aussi peut-être le chiffre d'affaires, ça on peut en parler, hein. C'est aussi important. C'est ça. Donc en 3 ans, on est très fiers d'avoir pu réaliser 1 million de chiffre d'affaires. On est passé d'une équipe de 2 à maintenant une équipe de 7 personnes à temps plein, plus des freelances qui gravitent autour de nous. Et puis aujourd'hui, on compte 20 000 familles depuis le début qui ont participé à nos jeux d'enquête. Magnifique. Donc maintenant, on va passer au prochain chapitre du podcast et j'aimerais t'interroger sur la genèse de l'idée parce que là aussi, en lisant un petit peu et en me renseignant, j'ai cru comprendre que l'histoire elle est super sympathique, super intéressante. Donc comment est-ce que l'idée est venue? L'idée, elle est venue de plusieurs briques qui nous ont interpellés avec mon associée Margot. La première brique, on l'a basée sur une étude qui a été réalisée en 2016 par la NASA qui démontre que 98% des enfants de 5 ans sont des génies créatifs et qu'une fois à l'âge adulte, eh bien, il n'y a plus que 2% de génies créatifs. Donc s'attaquer à la créativité, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour nous avec Margot. Ensuite, on a identifié un vrai problème, une souffrance en fait dans la société qui est la surconnexion des enfants aux écrans. Donc en proposant nos jeux, on a eu envie de proposer une alternative aux écrans. Ensuite, de manière générale, avec Margot, on est convaincus, on a même des démonstrations qui démontrent que le jeu est un incroyable vecteur d'apprentissage et de découverte. Et Margot, comme moi, en tant qu'amoureuse du jeu, on a eu envie de développer notre propre jeu pour donner envie aux enfants, aux familles, d'apprendre plein de choses sous une forme complètement inédite. Alors tu parlais tout à l'heure, quand tu faisais le pitch, qui est vraiment intéressant sur la formule qui est proposée actuellement, tu disais c'est une enquête dont l'enfant est le seul responsable. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au livre dont vous êtes le héros que je lisais. Alors, je suis largement plus ancien et plus vieux que toi, mais dans les années 90, ma mère m'a acheté ces livres dont vous êtes le héros. Est-ce que ça a été une source d'inspiration aussi? Oui, absolument. Alors, pour te rassurer, moi aussi, j'ai joué à ça dans les années 90. Je suis rassuré. Et c'est complètement une source d'inspiration. En fait, on pense que quand l'enfant est le héros, quand il est impliqué dans une histoire, non seulement ça le fait rêver, imaginer et ça l'embarque dans des aventures merveilleuses, mais en plus, il retient beaucoup mieux ce qu'il apprend. Parce que mine de rien, quand on joue, quand on lit, on apprend plein de choses. Exact. Donc, là, l'idée est arrivée. À un moment, il faut valider cette idée. Il faut s'assurer qu'elle répond à un besoin, à un business. Comment est-ce que vous êtes pris
avec Margot pour valider cette idée? En fait, on a de la chance déjà parce que on a eu un espèce d'instinct, enfin, Margot comme moi, on va dire qu'on savait on savait qu'il y avait un besoin. Donc on y allait de manière un petit peu instinctive. Évidemment, on l'a vérifié avec une étude de marché. On a passé des heures à discuter avec des parents, avec des enfants aussi, mais aussi avec des professionnels de l'éducation, des maîtresses, des orthophonistes, des psychologues. Et en fait, très vite, on a eu l'intuition qu'il fallait vite le tester pour le voir, quoi. Et donc, on a fait nos premiers tests directement, nos preuves de concept assez rapidement, quelques mois après nous être rencontrés avec Margot. Et en fait, on a eu la confirmation simple et naturelle que oui, il y avait un besoin et un intérêt de la part des familles. Et donc le proof of concept, le prototype que vous avez testé, est-ce qu'il est avec le recul éloigné du produit tel qu'il est aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il est très très proche? Il ressemble beaucoup. Dans le concept, rien n'a changé. Ça, c'était validé dès le départ. En revanche, d'un point de vue esthétique, il a changé, puisque maintenant on travaille avec, par exemple, une illustratrice qui rend les choses encore plus belles. On travaille aussi avec des concepteurs pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques qui nous aident à affiner aussi le contenu. Et voilà, en fait, le concept n'a pas changé, mais la finesse de la narration et la finesse des énigmes s'est nettement améliorée depuis le début. Moi, aujourd'hui, 3 ans plus tard, quand je regarde en arrière, j'ai honte de du premier produit qu'on a lancé. Il paraît que c'est normal. J'en sais rien. C'est souvent comme ça, ouais. Mais en même temps, la proof of concept a eu le mérite de lancer notre entreprise. Donc finalement, c'est la preuve que ce dont avaient besoin les familles, c'était cet échange de courrier épistolaire, le côté l'enfant est le héros, le côté courrier postal et échange. C'était ça le plus important. Le reste, l'univers graphique, etc., c'est super aussi, mais on va dire que c'est du nice to have. Ah ouais, parce qu'en plus, il y a une idée un peu, je vais pas dire disruptive parce que c'est un buzzword et c'est un mot à la mode, mais qui est un peu singulière, c'est de vouloir remettre l'écrit, hein, l'épistolaire au goût du jour. Je suis même pas sûr que tout le monde sache encore ce que ça veut dire épistolaire, donc Oui. parce que c'est vraiment un petit peu passé de mode. Je pense que si mon gamin nous écoute, il va parler de c'est trop old school. Oui. Donc comment est-ce que tu as fait pour tester que cette intuition, elle était vraiment vécue comme ça? Eh bien, moi je suis convaincue que l'épistolaire c'est moderne. Ça peut être moderne. Ça peut paraître désuet. J'aime bien ce mot d'ailleurs, comme le courrier. Mais Exact. en fait non. Et c'est vraiment fou de voir à quel point les boîtes jaunes dans la rue, qui sont les boîtes aux lettres, sont assez intrigantes finalement pour les enfants. On a déjà eu des remarques d'enfants qui me disent mais ah bon, si on met quelque chose dans cette boîte jaune, il va se passer quelque chose en retour. Oui, ça existe vraiment. Et en fait, nous, on pense que peu importe le support, que ce soit une tablette, une série ou un colis postal qu'on le reçoit à la maison, on peut vivre une aventure immersive. Et c'est pour ça qu'en fait, le courrier, c'est plus moderne que jamais. Mark Zuckerberg, si tu nous écoutes, tes métaverses, c'est complètement has-been. C'est ça. En même temps, on n'est pas anti-écran non plus, mais encore une fois, c'est une alternative aux écrans. Voilà, c'est ça. Il faut respecter un équilibre. Donc, l'idée a germé, l'idée a été validée. Maintenant, il faut se lancer. Et là aussi, il y a une belle histoire, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais à un moment, Margot et toi, vous vous rencontrez. Hein. D'abord, c'est le projet de l'une et pas le projet de l'autre. Il y a une rencontre à un moment. Comment est-ce que vous décidez de vous lancer sur base de quoi? Comment ça se passe? Raconte-nous. Ouais. Donc moi, en 2017, j'ai eu cette idée de kit d'enquête par courrier postal. J'ai quitté le travail dans lequel j'étais. J'ai commencé à explorer toutes ces pistes. J'étais à fond, j'y croyais vraiment. Donc j'ai toqué à toutes les portes, j'ai participé à des rencontres, je suis allée parler de mon projet à droite à gauche. Et puis des gens m'ont complètement coupé l'herbe sous le pied en me disant que c'était nul, qu'il n'y avait pas de place pour moi sur le marché et que ça ne marcherait jamais. Donc je suis partie de ce petit déjeuner un peu ronchon, en pleurant même, et un peu découragée. Et je me suis dit, c'est vrai, peut-être qu'il n'y a pas de place, je ne sais pas comment tester mon idée, en plus j'ai pas d'argent pour le faire, je sais pas comment je vais faire.
Et donc, mon idée de produit, je me suis dit, je vais le tester sous forme de service. Et c'est là que j'ai commencé à animer des chasses au trésor illustrées et thématisées en réel. En me disant, je teste un peu mon premier concept d'une autre manière. Donc, ça s'appelait Histoire en cavale à l'époque. Je suis entrée avec ce projet Histoire en cavale dans l'association Ticket for Change, qui est une association qui aide les acteurs du changement à développer leurs projets, en leur disant j'ai une idée de produit, mais je propose un service, mais je veux absolument retourner vers un produit, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous voulez bien m'accompagner? J'ai été sélectionnée, je suis arrivée là, j'ai rencontré Margot Bruno, qui a changé vraiment la face du projet, puisque notre rencontre a été comme une sorte de coup de foudre professionnel. On est très complémentaires. On va dire que moi, je suis plus l'âme produit, la créa, le concept. Et Margot a vraiment l'impulsion business, admin, finance, un peu le côté carré que moi j'ai un peu moins, même si on est un petit peu interchangeable quand même, mais au moins c'est un petit peu nos spécificités. Et durant cet accompagnement chez Ticket for Change, on a eu envie de faire devenir en fait mon projet, notre projet, qui s'est transformé en enquête en cavale, ce qu'est le projet aujourd'hui. Donc c'est la preuve qu'il faut jamais abandonner, puis il faut aussi peut-être pas forcément écouter tous les oiseaux de mauvais augure. Ouais. Je suis sûr que ceux qui t'ont donné ces mauvais conseils à l'époque étaient des hommes, n'est-ce pas? Eh ben non. Ah ben non. Alors, il y a eu des hommes et des femmes, et je voudrais aussi rajouter quelque chose. Les remarques, des remarques d'hommes pour le coup, qui te prennent pas au sérieux parce que t'es jeune, t'es une femme et que tu fais des jeux pour les enfants. C'est pas crédible. Ah, pourtant c'est du business, hein, donc ça reste un gros marché. J'étais pas du tout prise au sérieux et j'ai eu des remarques vraiment très déplacées du genre oh bah t'es bien mignonne mais bon t'iras peut-être pas très loin. Voilà. Bon, j'en profite pour rappeler que parmi les 1000 startups qu'on a étudiées dans notre dernière étude, qui ont reçu des financements en 2020-2021, il y avait seulement 8% de femmes. Donc, c'est sans doute une des conséquences indirectes de ce manque de prise au sérieux. Ouais. Voilà, et donc on se lance, et à un moment, il faut bien que ça décolle. Comment est-ce que le marché réagit lorsque les premiers kits, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas les premières enquêtes arrivent dans les boîtes aux lettres. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? En fait, le tout premier, les premières ventes qu'on a réalisées, on les a faites en vrai, en réel, sur des marchés de Noël. Et ça, c'était super parce que on a été en contact direct très très vite avec des familles et on voyait tout de suite leur réaction et leur intérêt et leurs commentaires. Et ça a vraiment été génial. Et je me suis sentie... j'étais surprise que des gens nous fassent confiance dès le départ comme ça, alors qu'on sortait un petit peu de nulle part. J'étais impatiente de voir si les enfants allaient se prendre au jeu. J'étais impatiente de leur envoyer la suite des épisodes parce qu'on leur vendait des abonnements. Donc là, on leur remettait en main propre l'épisode 1. Il y avait la suite à réaliser qui n'était pas encore faite. Et ça, c'était un pari un peu fou et on a réussi à le faire, on l'a fait bien et on en est très fiers. Ouais, donc ce qui prouve que les gens, même s'ils nous connaissent pas, à la fin, il y a quand même, encore une fois, un mot à la mode, un peu de bienveillance. En tout cas, ils sont pas forcément toujours hostiles à la nouveauté et hostiles au visage. Je pense que le fait d'avoir commercialisé nos premiers produits en réel nous a beaucoup aidé, encore une fois, parce que ils voyaient nos visages derrière, ils voyaient qui portait le projet. Et à l'époque, évidemment, on avait un site internet, mais le trafic était proche de zéro. Ouais, mais c'est normal, il faut commencer à un moment. Et donc, ça me rappelle, je vais faire un pont avec un autre podcast que j'ai fait avec nos amis de codingpark.io. Cette fois-ci, c'est du pur online et rien offline, mais qui ont aussi testé leur solution dans un salon et ça leur a permis d'avoir les premiers feedbacks. Et donc, je pense effectivement que les feedbacks en direct, ce qu'on a en face à face, en présentiel, sont des feedbacks qu'il faut avoir tout au début et qui sont extrêmement précieux, super importants. On a passé l'année 2019 à faire des salons et à confronter notre idée à des familles, à des enfants, en leur mettant directement le jeu dans les mains. Et ça a été vraiment extrêmement précieux. Donc du coup, le Covid 2020, le confinement, quel a été l'effet? Est-ce que ça a été
un catalyseur de la croissance? Eh bien, on a beaucoup de chance en fait. On fait partie des entreprises pour qui, en fait, on a apporté en temps de confinement des solutions du positif aux familles en fait, parce que c'est un jeu qui permet de s'évader. Hein. En cavale, on s'évade en fait vers l'imaginaire. Donc on s'évade un peu de chez soi en plongeant dans nos univers, en déconnectant les gens des écrans. Et effectivement, le Covid, ça a été une phase qui nous a permis de nous faire davantage connaître et donc qui a généré de la croissance. Alors vous êtes aussi très présent sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je suppose que l'équipe qui s'est maintenant étoffée, elle permet aussi de faire ça. J'ai vu en tout cas une chouette vidéo que j'ai aussi montré à mon gamin qui a beaucoup aimé. Donc quelle est aujourd'hui la stratégie ou quelle a été la stratégie pour faire décoller la marque, faire décoller l'entreprise? Notre stratégie, elle est assez organique. En fait, nous, on essaie d'y aller lentement mais sûrement. On fait les choses on prend les choses un petit peu comme elles viennent. Évidemment, il faut absolument hiérarchiser les priorités c'est comme en cuisine, il faut mettre les ingrédients dans le bon ordre pour que l'émulsion prenne. Et donc, en fait, très rapidement, donc le cœur de notre entreprise, c'est le produit. Nous, on propose des aventures. Il faut que ça soit bien, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça plaise, il faut que les gens soient à fond. J'allais dire, j'en fais mon affaire parce que aujourd'hui, c'est moi, je suis cofondatrice, mais je suis aussi garante du produit en fait chez Ancavalet et de la communication, de la ligne éditoriale, de ce qu'on reflète, des valeurs que l'on porte. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Et donc il y a le produit et puis il y a comment on le vend. Donc ça c'est un autre pilier qui est vraiment énorme chez nous. Et puis il y a aussi comment on en parle. Ça fait un peu partie de ce que je viens de dire juste avant. Mais comment on le vend. Donc ça on a mis en place une stratégie digitale. Très vite on a décidé d'être un acteur pure player. Donc en fait on fait des jeux par courrier pour les enfants, ce qui est un petit peu désuet, on rend moderne. Mais en même temps on vit complètement avec notre époque, puisqu'on a un acteur du e-commerce et qu'on est vendu quasiment exclusivement sur notre propre site et quelques marketplaces. Voilà. Et puis, pour répondre à ta question directement, on a décidé, comme on a un produit grand public en B2C, qui dénote, qui est innovant sans être innovant. On n'invente pas le courrier, on réinvente pas l'eau chaude, mais c'est innovant dans le concept et dans la présentation qu'on fait. Et donc, en plus de ça, c'est joli, il y a des couleurs, c'est pour les enfants, etc. C'est sympa. Et donc, il y a un énorme travail de communication à faire. Et très vite, on a décidé de travailler avec des attachés de presse, en fait, pour en parler. Parce que c'est le grand public, c'est le public qui achète ce qu'on fait et après qui recommande en parlant autour de lui. En tout cas, ça marche bien puisque je ne vois que toi sur LinkedIn en ce moment. En tout cas, que en Cavale. Chouette. Donc aujourd'hui, il y a 7000 familles qui sont abonnées. Il y en a 20 000 depuis le début. Il y en a 7000 en ce moment. Quand on se projette dans le futur, à 2 ans, à 3 ans, comment est-ce que tu vois la croissance de Ancavale? Qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que le type de client, le type de consommateur qui achète aujourd'hui les enquêtes, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va s'élargir? Raconte-nous un petit peu ta vision du futur. Toi qui es la créatrice ou la créative en chef. Ouais. On aimerait pouvoir, à moyen terme, être une référence en termes de jeux d'enquête, que ce soit pour les enfants, mais peut-être bien les plus jeunes ou les plus vieux. J'en dis pas trop, mais juste ce qu'il faut pour donner envie. Pour teaser. Pour teaser, exactement. On aimerait aussi beaucoup, on aimerait beaucoup développer une offre spéciale pour les scolaires et aller beaucoup plus loin que ça en proposant des outils par exemple à l'éducation nationale, de proposer des outils pédagogiques axés autour du jeu pour toutes les écoles de France. Aujourd'hui, on a un jeu en B2C qui coûte le prix qui coûte, c'est pas accessible forcément à toutes les bourses. On aimerait bien que ça le devienne, par exemple par l'école. On a plein d'idées à la seconde, à la journée, à la semaine, on en a plein. Et il va falloir les hiérarchiser
et les développer pas à pas en fonction de nos envies, parce qu'on est aussi très à l'écoute de nous, ce qu'on veut faire. On a un équilibre pro-perso assez fort avec mon associé Margot. C'est un truc qui est vraiment hyper important pour nous et je pense que c'est vraiment important de le souligner, même si on fait du business et qu'on fait 1 million en 3 ans. En fait, c'est très important pour nous et on veut vraiment, encore une fois, y aller pas à pas. On se revendique d'ailleurs plus comme une petite entreprise que comme une start-up. Voilà. Mais ça ne t'empêche pas de chercher un petit peu d'argent pour soutenir la croissance. Exactement, ouais. Alors combien on cherche aujourd'hui ceux qui nous écoutent, s'ils veulent mettre la main à la poche ou s'ils connaissent des business angels qui veulent aider? Là, on cherche a priori 1 million d'euros pour soutenir la croissance. Donc, on va développer des nouveaux produits comme ce que je viens de dire, étoffer l'équipe pour soutenir toute cette croissance et puis passer un peu la troisième sur l'acquisition client. Est-ce que l'acquisition client va passer par de nouveaux territoires, Astrid? Peut-être, de manière très transparente. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on partira à l'assaut de l'Europe, pour commencer. Voilà, parce que le courrier peut traverser les frontières. En fait, on le aussi. fait déjà très facilement dans les pays francophones. En fait, l'export représente déjà 5% de notre chiffre d'affaires sans qu'on fasse rien de spécial. Donc ça concerne la Belgique, la Suisse, et puis on est capable d'envoyer au monde entier qu'en français pour l'instant. Mais là, par exemple, cette fin d'année, il y a des enquêtes qui partent au Japon et au Venezuela, donc c'est très chouette. Magnifique. Bon, ben, je pense que le futur d'Encaval est plutôt bien parti. En tout cas, il semble être très brillant, très positif. Merci de nous avoir accordé ton temps. Merci de nous avoir raconté l'histoire d'Encaval. Et puis, on se retrouve donc bientôt sur le blog avec ce vidéocast, ce podcast, et puis toute l'histoire de Encaval mise par écrit de manière épistolaire. Avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas.